Tout de suite, le JT. C'est toujours un plaisir de vous servir sur la chaîne citoyenne, mesdames et messieurs. Bon début de week-end à tous. Bonjour et bienvenue à cette édition de l'actualité. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Siddique Choroma, a quitté N'Djamena hier à la tête d'une délégation à destination de Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Ce déplacement a pour but de lancer le projet Sahel Relance. Yaki Lydia nous en dit un peu plus. Dans la capitale mauritanienne, le docteur Abakar Siddique Choroma prendra part à une rencontre majeure prévue pour le mardi 22 juillet 2025 dédiée au lancement du projet Sahel Relance. Il est accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Madame Fatimeh Haram Assil, ainsi que des cadres de l'enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale. Cet événement sera l'occasion pour les participants d'aborder les défis éducatifs qui touchent la région du Sahel. La rencontre sera également marquée par la signature d'accords de financement qui scelleront l'engagement des partenaires financiers et des pays impliqués dans la mise en œuvre de ce projet crucial. En parallèle, une autre étape significative aura lieu avec la signature de la convention de création de l'Institut et du Sahel par les représentants tchadiens et mauritaniens. Cet institut dont l'implication au Tchad a été décidée lors de la table ronde des ministres des pays du Sahel en septembre 2024 à N'Djamena est destiné à jouer un rôle essentiel dans le renforcement des capacités éducatives de la région. En politique, l'accord de paix signé entre les éleveurs et les agriculteurs à Mandakao a permis de rétablir la paix entre les protagonistes. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, acteur du processus, invite à la diligence afin d'enterrer la hache de guerre. Le délégué est interrogé à ce sujet par Mistangar Victor. Mandakao, ce qui s'est passé, c'est déplorable. C'est quelque chose de très très dur que j'ai constaté. J'étais sur le terrain et nous avons fait tout de notre mieux pour arrêter ce présumé auteur. Nous étions quand même parmi ceux qui ont fait tout pour donner exactement le nombre de morts. Et avec ça que nous avons signé cet accord. Maintenant, cet accord qui a été signé, et si on n'arrive pas à mettre un comité de suivi ou bien un mécanisme de suivi, je pense que nous risquerons encore de revenir sur le point de départ. Donc, je fais partie de ceux qui ont signé cet accord. De mon côté, j'ai mis déjà le mécanisme où nous avons mis en place des comités avec les forces de défense et sécurité pour aller voir le chef des FELIC et le chef des cantons pour faire des actes de non-agression et de non-provocation. Et nous continuons. Je pense que de l'autre côté, mon collègue, le nouveau, vient d'arriver, M. Dago Yakouba, qui est quand même un chevronné, un homme qui a déjà travaillé dans ce domaine, qui connaît bien le travail. Je pense que lui aussi, de son côté, nous collaborons très très bien. Et pour l'instant, l'accord est déjà signé. Il suffit maintenant de rassurer la population de rentrer. Et nous sommes en période de la saison pluvieuse où ils peuvent cultiver, mais je pense que ce qui a été fait, c'est un très bon accord, un accord historique. Et je pense qu'il ne faut pas que cet acte odieux-là se répète encore dans ce pays. Et
puis les radios communautaires jouent un rôle essentiel, particulièrement dans les zones reculées à Léré. L'unique radio communautaire est bien plus qu'une simple station. Elle est la voix des habitants, un outil de développement et un lien social indispensable pour une communauté aux prises avec l'isolement et les défis quotidiens. Diana Nepitimbaye nous fait le point. La radio communautaire de Léré Zassou est le reflet des réalités de sa population. Au-delà de l'information, la radio communautaire de Léré remplit des fonctions cruciales pour le développement local et le renforcement du tissu social. La radio La Voix des Zassou sensibilise les populations, éduque, forme, concourt au changement des mentalités et conscientise la population sur diverses thématiques. Donc nous abordons les sujets liés aux difficultés de la société, à la dépravation des mœurs. Nous traitons également des informations relatives, nous sensibilisons les communautés sur la protection de l'environnement, les bonnes pratiques d'hygiène, la santé, l'éducation et beaucoup de choses. Les difficultés qui empêchent la bonne marche de cette station radio sont nombreuses selon le président du conseil d'administration. La première difficulté, c'est d'abord la vétusté des matériels de production, les installations techniques électriques et autres. Donc depuis lors, nous nous sommes attelés à cette difficulté-là. Nous essayons de faire comme on peut. Et nous sommes là, nous sommes dessus, nous avons essayé de renouveler un peu les appareils à 30-40%. Et il reste beaucoup à faire encore. Il y a également un problème au niveau du personnel qui est lié à l'amateurisme de ceux qui exercent dans cette radio. Parce que c'est une radio communautaire et au niveau des ressources humaines, nous n'avons pas de journalistes, de reporters formés, qualifiés. Et nous avons également des difficultés liées à la perception même de la radio communautaire par certains individus. Vous savez, quand on fait de la radio et qu'on est perdu en province, on n'a pas toute la protection qu'il faut. Quand on dit certaines vérités, ça peut nous retomber dessus. Malgré ces obstacles, la radio communautaire de Léré continue de jouer un rôle important dans le changement de mentalité. Elle est la voix d'une ville, un ciment social et un outil précieux pour accompagner les efforts de développement. Son maintien et son renforcement sont essentiels pour l'autonomisation et l'épanouissement des communautés du Mayo-Kébi-Ouest. Toujours en société dans le Mayo-Kébi-Ouest, allons dans le lac Léré pour découvrir le talent d'un jeune homme du nom Samuel qui a réussi l'exploit de concevoir son propre bateau à moteur, marquant ainsi une petite révolution dans les pratiques de navigation. L'ingéniosité du lac Léré n'attend pas les grands laboratoires ou les financements colossaux pour fonctionner. Parfois, il naît de la nécessité du débrouillardisme et de la vision. Diana Nepitimbaye nous en dit plus. Aujourd'hui, nous sommes sur le lac Léré pour découvrir les merveilles des jeunes de la localité qui se donnent, qui ont des esprits créatifs pour le développement local de leur communauté. Nous nous embarquons dans ce merveilleux sur le lac Léré pour découvrir cette initiative. Dans un environnement où les pirogues traditionnelles font leurs lois, l'apparition d'un bateau à moteur autoconstruit est un événement notable. Kalzumbe Samuel, c'est de ce jeune qu'il s'agit, a su transformer une idée audacieuse en une réalité fonctionnelle en utilisant les moyens du bord et son ingéniosité. Les réalités de la communauté étaient le moteur de sa créativité. Cette idée m'est venue par rapport à des difficultés que nous avons eu à rencontrer sur le lac de Léré. Vous savez que vers les années, presque une dizaine d'années, Mourouami a subi le naufrage qui vraiment a fait perdre plusieurs vies humaines. Et j'avais fait une idée, j'ai dit, est-ce que si ce bateau était là, ça ne va pas sauver plusieurs vies de personnes? Samuel, la trentaine révolue, a utilisé les matériaux locaux pour construire la coque, installer le moteur et adapter un système de propulsion. Chaque soudure, chaque ajustement est le fruit de ses recherches, de ses essais et de ses échecs surmontés. Tout ceci contribue au développement local. Aujourd'hui, ce bateau qui est au niveau du département, l'arrivée de ce bateau, je peux dire que c'est mis en exécution il y a de cela 3 semaines. Le dimanche surpassé, il y avait une femme qui avait un problème
d'accouchement compliqué. Elle avait même carrément anémie, elle mourait même carrément, je peux le dire. Le temps où je l'avais pris pour venir avec là, dès qu'elle est arrivée à l'hôpital central de Léré, on a posé d'abord 2 pots de sang afin que sa vie soit sauvée. Donc à ce niveau, je crois que ça contribue déjà au secours des difficultés que nous rencontrons au niveau du village. Ce bijou est mis au service de la communauté il y a seulement 3 semaines. Samuel lance un message à l'endroit des autorités afin de galvaniser les autres jeunes à emboîter ses pas. Il ne faut pas que ce bateau soit vu comme le bateau de Samuel. Mais il faut que ce bateau soit vu comme c'est un outil de développement dans le département. S'il y a déjà cette idée, nous allons tous développer avec cette idée. Mais du moment où si on voit comme c'est le bateau de Samuel, s'il y a autre arrière-pensée derrière ça, c'est ça qui va faire qu'un autre jeune ne peut pas penser à amener ce genre de choses dans la localité. L'histoire de Kalzoumbe Samuel est un exemple éclatant de l'ingéniosité des jeunes Tchadiens face aux contraintes liées à l'emploi, une source d'inspiration pour le développement endogène et une preuve que l'innovation est bien présente sur les rives du lac Léré. L'Institut de recherche en élevage pour le développement joue un rôle crucial dans le développement rural et l'amélioration des conditions de vie des populations au Tchad, notamment en milieu agropastoral. Quelles sont donc les actions entreprises par l'IRET et les défis à relever au sein de cette institution? Roselyne Ndiekourbois nous donne la réponse. L'Institut de recherche en élevage pour le développement est créé dans un contexte de développement rural, de modernisation de l'élevage et de lutte contre les maladies animales. Cette création fait suite également à la dissolution de l'ancien laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique de Farcha qui a daté de l'époque coloniale. Quel est l'apport de cette nouvelle institution, dite l'IRET, au sein de la population et dans le secteur agropastoral? Abakar Naminou, responsable du laboratoire de microbiologie alimentaire, L'IRET, comme vous avez entendu, c'est un institut de recherche en élevage pour le développement. Donc nous faisons de la recherche, nous faisons des diagnostics, nous produisons des vaccins contre les maladies animales. La période de production des vaccins a chuté à cause des conflits qu'a connu le pays et des crises financières. La période où on produisait 20 vaccins, c'était déjà la période, je peux me dire ainsi, une période après la période coloniale. Les vaccins étaient pratiquement une vingtaine. Mais avec les conflits, les guerres que le Tchad a connues, il y a eu des interruptions. Et après ces interruptions, il y a eu des dégâts. Donc voilà, ça fait régresser un peu la production des vaccins. La visite du président de la République pour s'imprégner de la réalité a eu des impacts, poursuit-il. Le président est arrivé, il est venu, comme il est en train de faire dans les autres ministères, et il est venu de façon inopinée, mais alhamdoulilah, il a retrouvé les hommes et les femmes en place en train de travailler. Et donc, il s'est imprégné des réalités qui sont sur le terrain. Et donc, il a bénéficié d'un exposé avec la direction générale. La question de l'occupation anarchique de l'espace de l'IRED n'est pas perdue de vue par le président de la République lors de son passage dans cette institution. C'est des individus qui ont occupé les villas de l'IRED. Et ça, c'était depuis des années. Inch'Allah, à l'arrivée du chef de l'État, il a été informé de l'occupation illégale de ces villas. Et séance tenante, le président a donné l'ordre pour que ces villas soient rapidement évacuées. Pour rappel, 3 types de vaccins sont fabriqués à nos jours. Le vaccin qui est actuellement fabriqué sur place, c'est contre la pastéurose, le charbon bactérien et le charbon symptomatique. Voilà pour le moment. C'est les 3 types de vaccins qui sont fabriqués. Mais il y a le vaccin contre la rage aussi qui devrait être fabriqué, mais pour le moment, on ne le fabrique pas sur place. De par ces services au sein de la population tchadienne, admettons qu'au fournir un cadre scientifique et technique pour appuyer le développement de l'élevage au Tchad à travers la recherche, la formation et le transfert des technologies et l'objectif spécifique de l'IRED. En santé, toujours, le don de sang demeure un acte simple mais profondément vital. Donner son sang, c'est offrir la vie. Comment cette action humanitaire est-elle perçue dans la société tchadienne? Ariel Taillot.
Au Tchad, comme partout ailleurs, les besoins de sang sont constants et urgents. Accidentés, femmes enceintes et en détresse, enfants amnésiques, patients opérés, tout dépend du geste solidaire de donneurs volontaires. Donner son sang, c'est sauver des vies, mais dans nos sociétés, il y a les donneurs familiaux et les donneurs volontaires, comme le souligne Dr Dumgo Mona Doni Nelson. Donc, quand on parle de don de sang, il faut savoir qu'au moins il y a deux types. Donc, vous pouvez faire le don de façon volontaire. Ça veut dire que vous-même vous décidez, vous vous levez un matin, vous partez pour faire le don. Ou bien vous pouvez faire le don parce que vous avez un parent peut-être qui est malade, hospitalisé quelque part et qui a besoin d'une transfusion. Et là, on parle de don familial. L'intérêt c'est quoi? Quand on parle de don de sang, ça veut dire qu'il y a au moins des besoins quelque part. Vous voyez tous les jours, nous avons des accidents de la voie publique. Les gens, suite à l'accident, ils peuvent faire des hémorragies. Et là, si le saignement est abondant, la personne va faire une anémie. Maintenant, pour compenser cette anémie, qu'est-ce qu'on fait? On peut recourir au don de sang. Avec une poche, on peut aider à sauver des vies. C'est aussi un geste sûr, encadré par des professionnels qui ne représentent aucun danger pour le donneur en bonne santé. Car, naturellement, le sang humain a une durée de vie. Pourquoi beaucoup hésitent encore par peur, par ignorance ou par négligence? Peut-être tu as une maladie quelconque et les gens vont aller découvrir. Donc c'est par peur. Maintenant, que ça soit parce que tu as peur de tomber malade ou bien parce que tu as peur que les gens découvrent une maladie, les sangs, si tu ne le donnes ou pas, les éléments figurés du sang, ils ont une durée de vie. De toute façon, c'est pas, en 3 mois, ce n'est pas le même sang que tu as les 3 mois passés. Il est donc essentiel que la population, surtout les jeunes, prennent conscience de l'importance de ces gestes altruistes. Le gouverneur et les structures sanitaires doivent multiplier les campagnes de sensibilisation afin que ces derniers puissent faire le don de sang sans aucune crainte. Donner son sang, c'est un acte de citoyenneté du devoir humain. C'est tendre la main à un inconnu sans rien attendre en retour. Offrons quelques minutes de notre temps pour offrir des années de vie à l'autre. Et pour finir en culture, autrefois, nos cultures et nos traditions étaient sacrées et valorisées par les ancêtres. Elles se transmettent donc de génération en génération. Mais de nos jours, la jeunesse s'intéresse moins à la tradition et au détriment de la culture occidentale. On fait le point avec Frida Kemtem. Il est vrai que de nombreux jeunes Tchadiens semblent se désintéresser de leur propre culture au profit de celle de l'Occidentaux. C'est une tendance observée dans plusieurs pays en développement. Pour certains jeunes Tchadiens, leur culture africaine est perçue de démodée et que celle des Occidentaux est associée à la tendance et à la mode. Mais le comédien dramaturge vendeur d'Orsoman nous donne plus de raisons de ce désintéressement et les conséquences qui en suivent. Les gens ont perdu des repères vu des situations que nous avons vécues au Tchad. Surtout les événements que nous avons connus, surtout les guerres, ont fait en sorte que il y a eu des gens qui se sont déplacés dans tous les sens, et puis il y a des communautés qui ont fini par s'éparpiller, et puis le fait de pouvoir faire l'école, certains pensent qu'en étant à l'école, ils sont devenus quelqu'un d'autre, ils oublient leurs racines, ils n'envoient plus leurs enfants au village, et ils n'arrivent pas à pouvoir les amener à connaître la réalité de leur terroir. Il y a des villages qui risquent de disparaître dans ces contextes-là. Et ça, nous sommes en train d'aller vers un pays qui va se perdre, qui n'aura pas de repères, qui n'aura pas d'histoire. Et nos cultures, c'est ça notre richesse, c'est ça nos valeurs que nous devons d'abord prioriser. Et c'est une question de politique nationale. Il ajoute qu'il faudrait engager des discussions avec ces jeunes sur l'importance de leur culture et les impliquer à valoriser cette culture, et ce avec le soutien du ministère de tutelle. Quand tu joues le tam-tam, il y en a qui passent, ils trouvent ça comme si c'était rien du tout. Alors dans quelque part, nous on les voit, on se dit, celui-là, lui-là, il est perdu. Il est perdu. Parce qu'un jour, il va se retrouver en face des autres qui sont en train de parler de leur danse, de leur culture, de leur tradition. Il n'est pas capable de pouvoir s'exhiber et dire de quelle est la danse de sa terroir ou de son ethnie. Et c'est dommage. Il est essentiel d'adopter une approche procréative et innovante pour que la culture tchadienne puisse rivaliser avec les influences occidentales et que les jeunes puissent avoir un équilibre culturel. Sinon, au rendez-vous du donner et du recevoir, cette jeunesse n'aura rien à présenter.
C'est tout pour cette édition. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Très bon début de la semaine à tous.